Excusez-moi, vous pourriez m'aider? Je patauge, ça fait plus d'une heure que je cherche, j'en perds la boule. Je voudrais quelque chose du genre, vous voyez, Catherine Hepburn ou Cary Grant. Pas un truc où il faut se casser la tête, non, ça je supporte pas. Non, un machin dans le genre nunuche, je voudrais un truc bien nunuche. Ou un peu moderne, c'est pas mal aussi comme genre. Goldie Hawn, Chevy Chase, avec des sketchs marrants, je veux me marrer. Faut que je me marre ce soir, moi. Oh, vous auriez pas un truc dans le genre de comique, là, qui a une émission Allo Radio? Vous savez, ce type qui dit hey, pardonne-moi. Oh, j'en ferais dans ma culotte quand il dit ça. Et c'est un type adorable. Ce serait parfait, voyez. Il a pas fait un film. Oh. Guignolo et Pignolo. Genre gros pétard, gros nibard, gros dard. Excusez-moi, je vous emprunte, monsieur, une petite minute. Tu vas voir, ça va te plaire. Tony. Ouais. T'as vu ça? Il se passe la même chose dans le film. Ah, t'inquiète, c'est de la merde ce film. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'important. C'est quand t'as dit il est 9h, c'est ça? C'est ça qui est important? C'est vrai, remarque, 9h c'est assez important comme horaire parce que c'est l'heure d'aller dormir. Remarque, une fois, je me souviens, il était couché vers minuit 10. Pourtant, j'ai été fatigué après. Je passerai des jours, des nuits, des mois s'il le faut. Ah non, de Dieu de bordel de merde. Ah, tu me rends dingue. Je m'en fous. Ah, je suis fou. Ah, proche de bien. Ah, ton cul. C'est mon génie. I just want to be good at what I do. You are good at what you do. You just gotta learn to switch off that big old melon of yours. That's the whole problem, Danny. I don't think I know how. I can show you how. By the power of Grayskull. Point Break or Bad Boys 2? Which one do you think I prefer? No, I mean, which one do you want to watch first? You are pulling my leg. Bonjour et bienvenue, vous écoutez Le Cinéma est mort, l'émission nécrophile de Canal B. Nous sommes sur la braderie du quartier Alphonse Guérin, évidemment avec le docteur Moreau. Bonjour Antonin. Salut les kids. Nous sommes aussi avec notre camarade et intérimaire Jules Topoc. Bonjour Jules. Bonjour à vous deux. Et puis l'idée c'est enfin de récupérer ma place, puisque déjà l'année dernière et puis cette année il a recommencé. Antonin s'est accoquiné avec notre ennemi En attendant Godard, dont je ne citerai pas le nom, il ne le mérite pas, mais voilà, il m'a cocufié grosso modo plusieurs fois, faire des émissions avec des gens en plus plutôt intéressants, profiter que je ne suis pas là, talentueux, pour en effet faire une émission chouette. Et l'année dernière déjà tu avais fait ce genre d'émission avec cette personne donc, où l'idée était de piocher dans les DVD de l'autre que vous êtes en train de vendre pour enfin faire un commentaire. Malheureusement, cette année, tu es le seul finalement sur cette braderie à vendre des DVD, Alors, des Blu-ray, des livres. Dans tous les stocks de DVD que j'ai pu déballer ce matin à cette braderie, il y a effectivement tous les DVD et Blu-ray que j'ai pu récupérer de ta part, de la braderie d'il y a 2 ans, de l'année dernière, de ceux de Antoine de En attendant Godard, voilà, c'est ça? Exactement, j'allais y venir, mais évidemment, de la thune aux dépens de tout le monde. En regardant dans les DVD, les plus intéressants sont les miens, bien évidemment. Ouais, on n'y notamment arrivera pas forcément, mais d'un concert de Bruce Springsteen où je ne sais même pas qui c'est ce type-là. Il y a une collection de Peckinpah aussi, on va pas évidemment les évoquer forcément parce qu'on sait c'est les miens, ça, hein. que c'est génial. Peckinpah, c'est à moi. Non, c'est à moi. Non, c'est à moi. Non, c'est à moi. T'as acheté... Arrête. Et donc l'idée c'est que je te propose déjà pour démarrer cette émission en effet un ou deux des DVD que tu vends et pour peut-être justement que les gens aient envie de les acheter, hein. Exactement, même qui si ça viennent, sera évidemment trop tard, mais on s'en fout parce qu'on n'est pas là pour se faire de l'argent, parce qu'on fait ça pour la beauté du geste. Et alors, je te propose un objet, alors pour le coup c'est à toi a priori, parce que c'est pas à moi. Donc c'est à toi. Je te le montre et puis c'est toi qui réagis. Petit coquinou. Ah.
Eh ben écoute, ouais, bah alors tu me Alors, dis montres peut-être aux éditeurs tu ce me que je t'ai montres le donné, DVD de La jeune fille et la mort, édité par les films de l'Astre, une boîte d'édition en tout cas qui est terminée. Et La jeune fille et la mort, c'est donc un film de Roman Polanski. Qui date des années 90, si je dis pas de bêtises. 90. Et ça, c'est très. En tout cas, ça me fait plaisir que tu me le montres parce que c'est un film en plus que je n'ai pas revu depuis longtemps. Mais vu qu'on est en train de préparer en ce moment un blind test qui aura lieu donc au Ciné TNB au 31 mai prochain, j'étais en train de puiser dans nos archives d'extraits qu'on a pu avoir depuis nos 25 ans d'émission. Et je suis tombé sur un extrait de La jeune fille et la mort que j'ai réécouté avec beaucoup de plaisir et de dégoût. Et en me disant, c'est incroyable ce film-là. Personne n'en parle plus évidemment, mais parce que plus personne ne parle de Polanski, et peut-être à juste titre, en tout cas on n'en parle pas pour ses films. Mais La jeune fille et la mort, c'est un film qui est en plus de ça un peu oublié dans sa filmographie, qui est un film qui raconte une ancienne victime qui séquestre son bourreau, interprété par Ben Kingsley. C'est victime de Pinochet, si je dis pas de conneries. C'est ça se passe donc en Amérique du Sud. Voilà, elle c'est avec Sigourney Weaver et Ben Kingsley. C'est un Sigourney Weaver qui est exceptionnel. Adaptation d'une pièce de théâtre, a priori, je pense. Ça y ressemble en tout cas. Et qui commence en tout cas, où elle a déjà séquestré cet ancien tortionnaire, et c'est un huis clos avec un face-à-face. Alors si je dis pas de bêtises, c'est qu'il tombe en panne au bord de chez elle, c'est dans une zone un peu isolée, et il vient réclamer de l'aide, et elle le reconnaît, ça a été son bourreau en fait, pendant sous Pinochet en fait, et il nie constamment en fait presque jusqu'au bout. Il va nier en fait, ça va être tout l'objet, c'est elle est convaincue de le voir, lui il nie, et il est très poli, très gentil, policé vraiment bien sous tout rapport, et elle est convaincue de revoir son bourreau en fait. Alors moi je serais bien en peine de reparler de ce film là parce que ça fait très très longtemps que je l'ai pas vu. C'est un film qui avait fait très forte impression sur moi parce que je l'avais vu à sa sortie, donc j'étais sûrement adolescent, et c'est un film que j'avais trouvé hyper fort, mais ce qui est d'autant plus étonnant, c'est quand on parle en plus je pense pas que Polanski ait torturé d'un point de vue en tout cas attention à ce que tu dis quand même, mais par contre voilà, là il y est question de façon assez frontale de viol et tout ça, et d'une relation de pouvoir, de viol avec des objets qui font mal. À partir du moment, et là on spoil, où Ben Kingsley va finalement avouer que, en tout cas admettre que c'est bien lui, qu'elle ne s'est pas trompée, qu'il n'y a pas erreur sur la personne, Ben Kingsley va vraiment raconter le sentiment de pouvoir que lui pouvait ressentir au moment où il avait cette jeune femme sous son emprise, alors même qu'il disait mais moi j'essayais plutôt de vous défendre, et au bout d'un moment j'ai été grisé par ce sentiment de pouvoir, et ça, et en réécoutant dernièrement l'extrait pas plus tard qu'hier, je me dis c'est d'autant plus, l'extrait est glaçant, c'est assez incroyable, et c'est d'autant plus glaçant aujourd'hui quand on le remet, parce que le film, quand le film sort à l'époque, évidemment Polanski n'est pas entouré de cette réputation qu'il a aujourd'hui. S'il est réfugié en France pour viol. C'est ça. Faut bien le rappeler. Ouais. Mais au contraire, ces films sont accueillis avec grand plaisir par la critique. Oui. Et celui-ci, c'est vrai que il n'y aurait pas le nom de Polanski d'accoler au film. En fait, tu te dis, c'est très maîtrisé. C'est en effet un récit qui est d'une efficacité redoutable. Mais de le revoir 30 ans plus tard, c'est en effet assez particulier. Alors c'est mal parti pour que le film connaisse une réédition 4K dans une superbe édition ni une ressortie salle. A priori ça n'arrivera pas aujourd'hui. Je pense qu'à l'heure au moment où on enregistre, déjà les rares cinémas qui ont programmé le dernier film de Polanski l'ont déprogrammé, a priori, je serais vraiment assez curieux de revoir ce film. Je voudrais pas faire un scandale radiophonique une fois de plus. Il y a quelque temps, concernant par exemple un certain Depardieu sur France Culture, c'est Muriel Joudet, je crois, qui était invité, ou quelqu'un dans le genre, qui évoquait justement le cas de Depardieu et la censure autour des films dans lesquels il apparaît, qui était grotesque et insensé, puisque un film n'est pas le film d'une personne, mais un film d'un groupe de personnes qui ont tous participé à ces objets. L'idée, c'était plutôt d'empêcher Depardieu de continuer et d'arrêter de produire des films dans lesquels il apparaisse, en fait. Ce qu'il faudrait faire avec Polanski, par exemple. Mais par contre, les films préexistants qui ont été faits par une équipe, il faut au contraire les voir. Il faut par contre les accompagner, évoquer ce qui s'est passé. Là, c'est le cas d'un réalisateur qui évoque en plus un cas particulier, puisque en effet, comme tu disais, c'est un bourreau face à sa victime.
Donc il y a un discours à avoir autour. Le film n'est pas que le film de Polanski. Par exemple, Sigourney Weaver là-dedans et Ben Kingsley aussi sont exceptionnels. Je pense qu'il y a un scénario qui n'est pas de Polanski, Après, qui est lui aussi exceptionnel en fait. C'est de se dire, après c'est plus commode de pas trop blacklister les films de Depardieu parce que ça reste un acteur. Nous en France, puis même ailleurs, on est sur l'idée que voilà, un film a beau être un travail collectif, on est quand même en train de dire que voilà, on est quand même. Alors, je sais pas, est-ce que tu as mis le DVD? C'est de se dire que c'est le réalisateur qui est quand même. Je cherchais le nom du producteur. Il doit y avoir le nom du producteur dessus. Hein. C'est bon. C'est pas des gens connus, c'est adapté d'une pièce en effet. Ouais, mais je pense qu'il y a peut-être un producteur connu, mais ça reste. Il y a un super chef de la photo, Tonino Del Colli. Oui, bien sûr. Mais après, il y a un travail qui est fait. Même dans mon boulot, en me disant, moi, j'aimerais bien passer Chinatown. Enfin, j'ai la case monumentale à l'Arvor. Par exemple, ou Rosemary's Baby, c'est-à-dire que et de défendre le truc en disant, oui, c'est autant le film aussi de Robert Evans qui a été hyper important dans la création de ce film-là, autant que Polanski qui est presque un exécutant, même si c'est un exécutant de génie. Mais voilà, c'est. Mais bon. Non, mais évidemment. Ne parlons pas de ça. Déjà, on a bu 2 bières. C'est pas possible. On peut pas parler. Mais voilà. En tout cas, je trouvais le discours que j'ai entendu sur France Culture très intéressant, puisqu'en effet, il revenait sur le fait qu'un film est un travail collectif et qu'il ne faut pas ramener ça uniquement à une personne qui a été problématique, plus que problématique, voire condamnée, et qui a joué dans ce film. Déjà, séparer l'œuvre d'un artiste, c'est compliqué. Alors, séparer plusieurs œuvres de plusieurs artistes, c'est encore plus compliqué. Enfin, c'est vachement de travail. Mais c'est notre travail. Écoute, à ton tour, si tu veux aller piocher dans ta collection. Et puis il a proposé à notre invité Jules Topoc. Il est en train de commencer à pleuvoir. Alors on va peut-être on sent quelques gouttes qui apparaissent sur nous alors qu'on crevait de chaud il y a pas très longtemps. C'est terrible. C'est vrai que tu accumules un petit peu les cochoncetés. C'est pas pour rien que tu vends ces films souvent. Hein. Ouais, c'est difficile à choisir parce que moi j'ai pas, contrairement à toi, j'ai pas fait de tri. Je t'en avais pourtant conseillé. J'en ai un pour Jules Topoc si tu le souhaites. Allez, vas-y. Attendez, je l'ai. C'est ça, c'est un film dont on n'a jamais parlé et je sais que ça plaît à Jules Topoc alors que moi c'est un film j'ai jamais réussi à le finir, ça m'ennuie. Alors on est face à Rango de Gore Verbinski. Donc Gore Verbinski qui avait démarré avec La Souris, un truc comme ça, des films pour les enfants, assez traduits, assez vraiment calibrés pour les vacances. En l'occurrence, Verbinski après a eu le gros véhicule Pirates des Caraïbes. Et là, avec Rango, il revient avec un personnage de lézard en plein désert, doublé par Johnny Depp au firmament de sa carrière, et qui se retrouve libéré de son aquarium et trouve enfin la route du vrai désert, avec une apparition formidable, rappelez-vous ça, de Clint Eastwood en 3 dimensions et en CGI. Aucun souvenir. Et donc, je me rappelle beaucoup de ce film sur l'influence encore énorme de Hunter S. Thompson dans la psyché et le phrasé de Johnny Depp. Donc c'est davantage sur le cabotinage de Johnny Depp et de son jeu. Il faut apprécier justement Johnny Depp parce que moi c'est peut-être justement Johnny Depp. La chose. Maïwen. Je lève la main. En fait, on fait une spéciale violeur quoi. Donc Rango, et je pourrais juste vendre ce film sur une séquence que j'ai trouvée qui me reste en tête, où quand il sort enfin découvrir le véritable soleil, il sort du véhicule parce qu'il y a un accident de voiture et il découvre enfin l'Arizona, et là il prend un premier coup de soleil de toute sa première vie et donc il mue sur place tout de suite et il se dessèche complètement et il prend une deuxième mue. Identification. Et moi je m'identifie un petit peu avec ce personnage là parce que j'ai la peau très sèche et là on sort du cadre, mais en tout cas c'est peut-être pour ça que ça m'a vraiment plu. Les séquences d'action sont super parce qu'il déconstruit le code du western, parce qu'il arrive dans le saloon tenu avec des crapauds. Est-ce que c'est pas lui qui avait fait The Lone Ranger? Et j'ai un bon souvenir pour le coup. The Lone Ranger pour moi c'est un des rares bons films de Johnny Depp, avec un violeur Johnny Depp et avec un cannibale, parce qu'il avait donc là on est pas mal sur les personnages odieux. Déjà ce mec là j'ai un peu perdu, il jouait les jumeaux. Mais en tout cas, Lone Ranger, j'ai un très bon souvenir pour moi de blockbuster américain, l'un des derniers blockbusters américains qui remplit sa mission de blockbuster, à savoir de faire un spectacle bien foutu, bien fait, sans coup de coude au spectateur. En termes de scènes d'action, c'était généreux et bien foutu. Ben là, ça l'est encore. Rango, il y a une collection de personnages incarnés par des animaux, et donc il y a une collection des chouettes, des cobras, des crapauds, et donc il y a vraiment une incarnation de personnages qui est hyper bien foutue. Rango, j'ai presque envie de te l'acheter. C'était pas voulu en tout cas de fournir encore un film de violeur.
J'avais en termes que... Bon, j'avais pas Johnny Depp en tête, en fait, quand j'ai proposé ce film-là. Bon, alors moi je propose quelque chose pour que tu veux. pour vous deux, mais je vois en face de moi une collection qui a vraiment un peu sclérosé une période, avec Judd Apatow qui était vraiment présent dans votre vie et dans nos vies, avec vraiment, là je vois devant moi Hancock, Les Rois du Patin, Funny People. Il y a vraiment, il y a eu un moment Judd Apatow, et avec ce que la carrière devient et la forme que la carrière de Judd Apatow a pris et l'influence qu'il a pu avoir aux années 2000, qu'est-ce qu'il en revient maintenant 20 ans, 25 ans plus tard, quoi. Donc, vraiment, J'ai pensé 40 ans toujours puceau, voilà. J'ai pensé la même chose en revoyant moi les DVD d'Antonin, justement, où j'ai l'impression qu'il expédie toute sa collection de comédies américaines du début des années 2000 en fait. Et c'est vrai qu'on avait eu, on est revenu dessus d'ailleurs, je crois un petit peu, un moment vraiment grandiose. Au moment où le cinéma américain ne va pas bien quand même, la comédie américaine malgré tout proposait des choses via Judd Apatow et via Will Ferrell. Il y avait deux figures comme ça qui perçaient dans ce milieu-là. Parce que Judd Apatow lui était plus dans un cinéma d'auteur entre guillemets, très écrit. Will Ferrell, lui, était plus dans la comédie gogol, qui d'une efficacité redoutable jusqu'à il y a encore 10 ans. Depuis 10 ans, Will Ferrell, il n'a pas fait grand-chose qui m'ait vraiment fait rire. Mais il y a 10 ans, par contre, quand il faisait Anchorman, Step Brothers avec Adam McKay, qui a aussi participé à tout ça, voilà, il y a toute une liste qui est assez longue. Il y avait deux versants comme ça, une version plus gogol et une version plus autoriste, qui était vraiment incarné par Judd Apatow, avec seulement 3 films en fait qui ont marqué Judd Apatow, Superbad, 40 ans toujours puceau et Enclos d'emploi. Mais après ça c'est pareil. Oui, quand il a fait 40 très beau film, je trouve, qui est le film que quand il a fait Enclos d'emploi, King of New Jersey, ou avec que moi je trouvais ça superbe. Ouais, moi j'ai pas été particulièrement touché par cet objet-là, en fait, c'était pas nul, mais je sais que sa suite de Enclos mode d'emploi, sa fausse suite, 40 ans mode d'emploi, un truc comme ça, c'était vraiment pas bien, et depuis, en fait, je sais pas ce qu'il a fait. Oui. Moi après, il y a plein, c'est très vaste, et d'ailleurs il me semble qu'on avait peut-être même évoqué le truc lors de notre précédente émission de l'année dernière sur ce truc-là, en évoquant Sans Sarah Nova de Nicolas Stoller. Moi après je suis toujours dans un entre-deux. Oui, qui est dans un entre-deux, mais après moi je pense que tout ça a été un moment assez important, parce que je pense que c'était dans toutes les années 2010 qu'on a traversé en trouvant tout mauvais. Des rares trucs qu'on pouvait défendre, c'était ça, et en sachant que c'était des films qui n'étaient pas défendus par beaucoup, et bizarrement ça devait être défendu par quelques podcasts dont nous, et à partir du moment où ça a été défendu, c'était plus bon, quoi. Ouais, et puis même je pense pas tant que ça, parce que même les Inrecuptibles par exemple défendaient vraiment les trucs. Il y avait Jean-Jacques Colbert qui travaillait aux Inrecuptibles, qui défendait beaucoup ce genre de cinéma là, mais qui était un cinéma qui était très mal distribué et qui était vu vraiment par des cinéphiles un petit peu hardcore. Et alors là on fait une petite pause, que j'ai une demande. Il y a une vente sur le stand. Là, on est sur de la carte Pokémon. Ouais, c'est ça. Alors la VMAX là, on m'a dit c'est 4,50€. C'est un peu cher. Les cartes Pokémon ont pris le pas sur les DVD. Alors, ça c'est 1,50€, parce que c'est pas de la VMAX, c'est de la voilà. Et donc en fait pour revenir, je raccroche les wagons, mais en tout cas voilà, il y a plusieurs courants différents là-dedans, mais ceci dit, moi je suis très attaché à ça, parce que je les revois les films et je trouve que ça tient la route. Je trouve qu'il y a une justesse de point de vue. T'as revu les Will Ferrell aussi, les Anchorman, je trouve ça exceptionnel, parce que j'ai un excellent souvenir quand même de Anchorman 2. Oui, mais qui pour moi était le versant déjà tardif, quoi. Oui, c'est ça, c'est l'un des derniers justement. Pour moi, c'est le dernier même justement de cette veine, parce que alors il est moins autoriste entre guillemets que Judd Apatow, mais il s'inscrivait dans une veine de comédie pure à la Will Ferrell, et en même temps il y avait un sens de la satire qui se rattachait au network de Ciné Lumet. C'était le. En fait, ce qu'il y a de très intéressant à dire là-dessus, c'est qu'en fait, là, on a traversé un moment où voilà, tous les films où Adam McKay officiait majoritairement, c'était cette sorte de comédie de la surpuissance telle que l'avait un peu théorisé Emmanuel Burdu dans un de ses bouquins, en disant voilà, toute cette
ce type de comédie où il y a eu Danny McBride aussi là-dedans, c'était des gens qui étaient persuadés de leurs bons faits. Il n'y a pas que les films, il y a la série en effet. C'est-à-dire que tu me fais penser à Danny McBride. Et en fait, ça annonçait, c'était que des personnages qui étaient persuadés de leur surpuissance et qui, persuadés de leur surpuissance avec un entourage qui ne la remettait quasiment jamais en question. Et en fait, ce type de comédie-là, au final, on se rend compte rétrospectivement que ça a annoncé complètement Donald Trump. Et ce qui est très étonnant sociologiquement, c'est que cette comédie, cette sorte de similage d'or de la comédie américaine, a été complètement interrompue par l'arrivée de Trump au pouvoir, où là, toute la comédie américaine s'est effondrée parce que c'était impossible de faire de l'humour sur quelque chose qui était aussi c'est ce qu'ont dit les créateurs grotesque. de South Park. Voilà, c'est que même les gens de South Park galéraient pour trouver des trucs à parodier parce que tout était déjà en lui-même leur propre parodie. Ils sont arrêtés un an quand Donald Trump a été élu parce qu'ils ont dit il va trop loin en fait. Will Ferrell ne pouvait pas non plus continuer lui-même qui s'est fait connaître principalement par son imitation de Bush, si je me trompe pas, à la télé en tout cas, ne pouvait plus du tout incarner ce type de personnage parce que la réalité avait complètement dépassé la comédie. Alors là, je suis devant une petite vendre boîte avec des petites figurines et on va dire que le total ça va être pour 3 €. T'es sûr de toi là? Ouais. Tu vois le truc de ton fils, tu brades les objets de ton... C'est du plastique, ça vaut rien, c'est du pétrole. Le pétrole, plastique ne vaut rien. Mort, on est en 2024. Les énergies fossiles, le plastique ne vaut rien. Très bien. On va pas rester sur la comédie américaine, on fera une émission là-dessus. Je propose un nouveau film à Antonin, un film qu'il vend. On va changer de registre un petit peu, plus tardif. Plus vieux. Alors là, je vais pas être très loquace là-dessus. Étienne me tend le DVD de Allô maman, ici bébé. Qui a réalisé ça d'ailleurs? Le DVD est tellement bien fait qu'on n'a même pas le nom de du réalisateur. Amy Heckerling. Amy Heckerling, c'est par une femme. C'est réalisé par une femme. Réalisé par une femme. Donc a priori, Donc déjà, on parle d'un film réalisé par une femme. Et ce qui change dans cette émission en fait. Je sais que j'avais en tout cas acheté ce DVD là en braderie en me disant tiens on va le regarder avec mon gamin et je l'ai jamais revu donc je n'ai pas vu ça. Et je suis en train de me dire qu'il faudrait qu'on fasse ça moi avec les enfants. Et j'ai le souvenir que c'est juste Bruce Willis qui fait la voix d'un spermatozoïde au tout début. C'est surtout que en version française, moi j'ai toujours vu en version française. C'est Gérard Depardieu. C'est Daniel Auteuil. Daniel Auteuil, c'est ça. Ouais. C'est Daniel Auteuil qui est face à John Travolta. Et moi j'ai découvert John Travolta et ça dans me fait penser, Allô, on maman, pourrait donner une indice, bébé. qu'on est en train de préparer un blind test sur avec l'idée un peu de la compétition et je pense que cet extrait-là, on gardera ça en tête, mais de la compétition des spermatozoïdes avec Daniel Auteuil. Oh oui, merci. Ça va être un très très bon extrait. Voilà. Allô maman ici bébé, je l'ai pas vu depuis 30 ans je pense. Mais quand j'étais enfant, j'avais la VHS chez moi et je le connaissais par cœur. Je pense qu'aujourd'hui encore, je le connais par cœur ce film en fait, quoi. Et c'est terrible. Mais en VF avec la voix de Daniel Auteuil et je l'ai revu plus tard en me disant c'est Bruce Willis qui fait la voix originale, je vais le revoir. Mais je le revois quand même en VF en me disant peut-être que je vais reconnaître un petit peu Bruce Willis. Non, évidemment, c'était idiot. Mais j'ai fait, et c'est la dernière fois que je l'ai regardé. Mais j'ai un très bon souvenir et John Travolta est resté finalement pour moi un acteur. Alors aujourd'hui, évidemment, je vais pas aller voir un film parce qu'il y a John Travolta, mais est resté un acteur. Doudou un petit peu en fait et entre ça et Phénomène et pétard. Et là Jules est en train de s'effondrer sur sa chaise. Jules, est-ce que tu veux évoquer Phénomène de John Turteltaub? Le mec s'appelle John Turteltaub, donc déjà c'est c'est inregardable. C'est parce que c'est uniquement un traumatisme que tu as vécu. Peut-être qu'à ce moment-là, tu avais reçu l'éclair sur ta tête dans ta contrée. Un bulletin scolaire particulièrement. Non, c'est juste un truc costaud. Il est hors de question que je revoie ça. Donc, et tu étais là en train de te dire c'est du Maurice Pialat, c'est du Sautet. Et en fait, c'est John Turteltaub. Donc, non, c'est impossible de revoir ce truc-là. On fera une émission spéciale Phénomène de John Turteltaub. Non, on la refera. 10 ans plus tard, on refera une émission spéciale Phénomène. Avec l'expérience. Et puis on a des enfants. Voilà, c'est ça. Mais c'est formidable. Qu'est-ce qu'on fait de son intelligence? Le film est très profond, à plein de... vraiment, c'est génial. Donc, Allô maman, ici bébé, déjà, les gens savent maintenant que c'est réalisé par une femme. Et voilà, ça parle de... Et ça m'a fait découvrir aussi les Beach Boys et Janis Joplin quand j'étais enfant. Parce que j'avais pas trop de musique chez moi. Et la bande originale de Allô maman, ici bébé est assez merveilleuse en fait. Faut réécouter cette bande originale. Voilà. Mais j'ai pas revu le film. Antonin, tu as choisi un nouveau DVD. À mon tour, je te soumets ça à toi, Étienne. Il s'agit d'un film que j'ai dû t'exhorter à regarder il y a une certaine période. Bad Times de David Ayer.
Et ben, je suis ravi que tu me présentes ça. Je me rappelle très bien que tu me dises que, en effet, on a affaire à un nouvel auteur qui avait déjà fait Training Day, qui a été un gros succès, que j'avais pas vu à cette époque-là. Il l'avait pas réalisé, mais il avait écrit Training Day. Ah ouais, c'est ça. David Ayer, que j'ai tendance à confondre avec un autre cinéaste. Qui est-ce qui a fait Fury ? C'est lui. Hein. Ah, c'est lui. Alors Fury, j'en ai un très bon souvenir. En fait, son film donc dans les tanks avec Brad Pitt. Ça, j'en ai un très bon souvenir. Bad Times, lui, que je confonds en fait avec Training Day de Fuqua, et Dragé Fuqua. Et aujourd'hui, en fait, je suis beaucoup plus confiant envers un Antoine Fuqua qu'envers un David Ayer qui n'a rien fait de bien depuis, je crois, qui accumule même en fait les déceptions à tire-larigot, alors que Fuqua, même s'il fait pas des choses merveilleuses, j'ai vu la trilogie Equalizer par exemple qu'il a fait avec. Là, tu dis n'importe quoi. Hein. Et je en fait, pourquoi je fais des émissions avec d'autres personnes. Quoi, parce que alors Equalizer, le premier était. Il y avait plein de bonnes choses dans le premier, plein de mauvaises aussi, mais plein de bonnes choses. Deuxième, aucun intérêt. Et le troisième qui est sorti l'année dernière, en fait. Pour moi, alors que tout le monde était en train de s'extasier un petit peu sur John Wick, qui me fatiguait profondément, là d'un coup, Antoine Fuqua, face à John Wick, faisait un Equalizer qui était plus dans le cinéma classique en fait, c'est-à-dire qu'il a beaucoup plus confiance dans son récit, dans ses acteurs, et il n'a pas besoin en fait d'en faire des caisses. Et Antoine Fuqua, même si j'ai pas du tout aimé plein de films qu'il a pu faire, son remake des Scènes mercenaires était lamentable, il y a plein de choses vraiment nulles qu'il a pu faire. À côté de ça, quand il fait un sous John Wick avec The Equalizer 3 par exemple, en Italie, tout ça, c'est dire le niveau quand même. Et c'était largement au-dessus en fait d'un John Wick. Concernant David Ayer, moi ça a été déjà des déceptions dès le départ, parce que Bad Times tu me l'avais trop vendu, je pense. Et je pense que j'aime pas trop Christian Bale non plus. Alors moi j'ai pas. Après c'était un peu à dessein que je te disais, parce que je suis curieux. Je l'ai pas revu ce film. Je sais que ce film-là, j'avais vraiment trouvé ça super, et c'est même un film que j'ai même vu pas mal de fois. Et par rapport à Training Day par exemple, Training Day je n'ai jamais vu en fait, parce que moi Antoine Fuqua c'est rédhibitoire, et j'ai essayé de voir des Equalizer et j'ai vu le 3 il y a pas si longtemps que ça, et je trouve ça nul à chier, mais vraiment terrifiant, où je me dis c'est pas possible de faire des trucs comme ça, et tout ce que j'ai vu d'Antoine Fuqua c'est pas possible. Et David Ayer c'est un mec qui me fascine un peu, parce que ce film là j'avais plutôt bien aimé. Il me semble me rappeler que Bad Watch, le film qu'il avait fait je sais pas, c'était le post-Cloverfield, des films filmés à la première personne, j'avais trouvé qu'il y avait des moments intéressants. Je trouvais qu'il arrivait à filmer une sorte de prolétariat, ou je sais pas quoi, il y avait une sorte de réalité dans un truc un peu mais je crois que tu t'es fait avoir, que je trouvais un peu curieux, mais peut-être que je me faisais avoir. Il faudrait que je revoie un petit peu Bad Times, qui est Harsh Times en anglais, mais je me souviens me dire ça c'est un mec qui va compter et qui va faire des trucs probablement géniaux. Et Fury, moi j'avais plutôt bien aimé, mais j'avais trouvé ça oubliable assez facilement, et depuis Fury c'est une catastrophe totale. Il a fait ce truc pour Netflix que tout le monde a oublié avec Will Smith, qui se passait dans un univers parallèle avec des trolls là, qui était une catastrophe totale. Et depuis, alors The Beekeeper, il me semble que notre camarade j'ai regardé François ça Acco, parce que j'ai regardé ça parce que je me suis dit le film sur 10 qui faisait bien. Alors c'était très mauvais, je l'ai regardé The Beekeeper parce que on a un copain. C'est un movie. Il faut complètement. Et il faut qu'on le présente avec notre ami apiculteur en fait, parce que ou qu'on fasse une émission avec Jérôme lui, Mélé, parce qu'il y a des extraits, on pourrait faire une émission juste pour faire une émission avec notre ami Jérôme, apiculteur, pour pouvoir passer les extraits du film où ça parle de voilà. Donc mais voilà, je pense que David Ayer, il faut faire une croix dessus, alors qu'Antoine Fuqua, en fait, en vieillissant, Antoine Fuqua, il faut faire une croix dessus. C'est très franchement, je comprends très bien que tu veuilles dire que c'est à chier, et j'irai pas non plus prendre la défense d'Antoine Fuqua, mais malgré tout, Antoine Fuqua, il est en train de devenir l'un des rares cinéastes qui fait des films comme on en faisait dans les années 90 en fait. C'est-à-dire qu'il est classique dans le mode film d'action des années 90. Et aujourd'hui, ils deviennent assez rares en fait, ces cinéastes américains qui sont capables de proposer des grands spectacles style années 90. Donc sans coup de coude, avec une vraie mise en scène efficace, avec un récit qui se tient correctement, avec un vrai chef-op qui fait son travail.
Et en fait, aujourd'hui, on voit très très peu, parce qu'en face, on a quoi? On a justement les derniers John Wick, ou des simili John Wick. Moi, je mets ça vraiment au même niveau que John Wick. Et en fait, je pense pas John Wick, c'est un film des années 2020, vraiment, quoi. Ouais, Equalizer 3 aussi. Hein, et bah pour moi, Equalizer 3, c'est pas un film des années 2020, c'est du cinéma des années 90, vraiment. Et qui a influencé les jeux de vidéo, mais machin. On continue. Je sais pas quelle heure il est. Pour dire un mot, j'étais pas tout seul à dire que David Ayer, il y avait de l'espoir à mettre sur lui. Il y avait aussi Luc Moulet, qui est un cinéaste qui a absolument rien à voir. L'homme qui ne sait pas faire SLSL. Avoir lu un article où il disait ouais, David Ayer, bah ça c'est un cinéaste sur lequel il faudra compter dans les années à venir. Luc Moulet. Alors si vous connaissez pas Luc Moulet, faites une recherche. Mais voilà, là voilà un cinéaste franc-tireur. Oh là. J'ai transmis un autre DVD à Antonin. Ok. Colt 45 de Fabrice Duvels. Bah merci Étienne. Non mais en fait un film que je déteste pas, mais que en tout cas que je déteste beaucoup moins que son réalisateur le déteste. Je l'ai pas vu en entier. C'est un film de Fabrice Duvels, donc du coup qu'on avait pas mal évoqué lors de l'émission et que vous connaissez sûrement, quelqu'un qu'on a rattaché probablement très abusivement à toute cette à la French Fryer, le moment où Canal+ donnait un peu de thunes à plein d'auteurs pour réaliser de la série B horrifique à gogo, ou Canal+ ou Fidélité Productions, je me rappelle. Et il y avait eu ce fameux Calvaire qui était sorti, qui avait fait pas mal de lui, qui reste un film complètement recommandable et un des grands films des années début 2000, fin années 90 me semble-t-il, peut-être années 2000. Début 2000, on faisait déjà l'émission. Tout à fait. Donc c'est 2010 même presque. Et c'est quelqu'un qui moi qui me fascine complètement, qu'on avait eu l'occasion d'interviewer et qui est quelqu'un d'absolument passionnant, mais qui est quelqu'un qui malheureusement pour le système français a peut-être le cul entre deux chaises, entre c'est peut-être moins valable maintenant, mais qui a le cul entre deux chaises entre une cinéphilie très portée sur le cinéma de genre, un cinéma donc du coup on va dire plus pas de prototype mais de stéréotype, c'est-à-dire s'inscrivant dans un genre et tout ça, le film d'horreur et compagnie, mais qui a une cinéphilie portée par le cinéma le plus radical, que ce soit celui de Pasolini, de Fellini ou de Mel Gibson. Merci, okay. Je suis content que tu l'aies dit à ma place. Et c'était un film que j'attendais beaucoup, Colt 45, parce que c'était le moment où Fabrice Duvels, après avoir fait des petits films d'horreur vendus comme des films d'exploitation, avait droit via Thomas Langman, donc le fils de Claude Berry, ce producteur cocaïné, à un budget un peu plus costaud, avec un casting de stars, notamment donc Gérard Lanvin et Joe Star, pour faire un polar. Et on pouvait espérer de la part de Fabrice Duvels d'avoir affaire à un vrai polar hard-boiled qui soit vraiment qui aille jusqu'au fond des choses. Mais il s'est fait complètement déposséder de son projet en cours de route par Joe Star, qui a priori lui a pourri la vie, au point que le film a été terminé par il s'appelle Frédéric Forestier, qui est donc le Yes Man de Thomas Langman. Mais moi j'ai le souvenir de notre camarade François Gallou, qui nous disait qu'il avait dû travailler sur le film. Il disait que quand bien même en fait il a été dépossédé, en fait il n'y a rien, même en termes d'image, en termes de cadrage. Si. Moi je trouve qu'il y a c'est lui qui nous disait, mais c'est vrai que j'ai pas jamais fini ce film, mais il y avait rien qui laissait présager en fait quelque chose de bon en fait sur les rushs du film non plus. Ah non, moi je trouve que dans ce film-là, que je n'ai vu qu'une fois, que peut-être que je ne re-regarderai jamais de ma vie, mais je trouve qu'il y a des scènes dans ce film-là qui sont d'une brutalité assez folle. Et on va laisser Jules Topoc maintenant choisir. Il est en train de chercher, mais il sait pas. Tu sais pas quoi faire ? Si. Ah bah tiens, vas-y. Vas-y, c'est ton moment. Alors je fonce sur un auteur français qui peut être problématique et qui jouit d'une réputation et qui a une carrière complètement dingue, qui a vécu des choses absolument dingues dans la création française. Monsieur Jean-Jacques Hano, qui en plus a joui d'une ressortie de La Rose. Le nom de la rose. Le nom de la rose. Est-ce que la rose pour Ducaire, et encore là on peut plus toucher à ça. Ouais, mais voilà, Jean-Jacques Hano, problématique, mais quand même, il est partie intégrante d'une filmographie assez dingue. Moi, pourquoi j'ai ça en DVD ? Alors ça, parce que j'ai un enfant. Non, mais donc là, dans mes mains, j'ai le DVD de Deux frères de Jean-Jacques Hano. Je n'ai pas vu Deux frères. Je n'ai pas vu Deux frères. J'ai vu quasiment tout Jean-Jacques Hano, y compris son dernier. Un congrès professionnel, ciné-diffusion, il y a 15 ans. J'aurais du mal
à dire du bien de Jean-Jacques Hano, mais j'aurais aussi du mal à dire du mal de Jean-Jacques Hano. J'ai lu son autobiographie et en fait le type est bouffé par des envies de cinéma, vraiment, de vrai cinéma, à savoir par exemple raconter des histoires sans dialogue. Et il l'a fait très régulièrement et dès ses débuts. Alors dès ses débuts, c'est faux puisque son premier film qui est génial, Coup de tête. Écrit par Francis Weber, ça c'est la Victoire en chantant, que je n'ai pas vu. Son deuxième film, du coup, Coup de tête, écrit par Weber, c'est génial. C'est un film que j'adore profondément, un vrai film du dimanche soir qu'on devrait proposer, une grande comédie française. Après ça, quand il fait par exemple La Guerre du Feu ou L'Ours, en fait, ce qui respire là-dedans, c'est son envie de faire un film de cinéma justement, c'est-à-dire éviter les dialogues qui servent à rien, de raconter une histoire via les images. Et ça a constamment été son projet. Oui, sur Stalingrad, même jusqu'à ce que sa dernière création là, sur Notre-Dame, par le feu. Ouais. Et sans rentrer dans des considérations narratives aussi bas de gamme, même si justement il va le faire à un moment pour s'amuser avec Stalingrad, où il y a vraiment deux personnages qui s'affrontent. Donc il y a un personnage qui est censé être le héros et puis sa Némésis. Jude Law. Voilà. Mais même ça, il le maîtrise en termes de narration. Il reprend un peu le script de Sergio Leone. Enfin, il ne reprend pas le script, mais il reprend oui, un projet voilà, de Sergio c'est ça. Leone. Et en fait, il a des envies de cinéma qui sont constamment louables. Vraiment. Et tout son désir, tout ce qu'il va proposer, en fait, c'est très louable. Constamment. Et rien que pour ça, en fait, le type me plaît. Parce qu'il a envie de proposer. Et au-delà de ça, Stalingrad, je l'ai revu moi il y a quelques années. Je l'avais jamais vu, en fait, je l'ai revu. Non, je l'ai découvert il y a 2-3 ans. Je trouvais que c'était vraiment pas trop mal foutu. Coup de tête, je le connais par cœur. Et j'ai vu Notre-Dame. Notre-Dame rentrait dans une catégorie de films catastrophe qui me plaît, à savoir le film catastrophe où il n'y a pas de méchants. Et ce qui est assez rare, en fait, et c'est uniquement des hommes. Mais justement, on évite à ce niveau-là, en fait, des confrontations assez nulles de scénaristiques qui nous intéressent pas. Et non, c'est un film catastrophe où le méchant, c'est les éléments naturels, en fait. Il y en a quelques-uns des films de catastrophe comme ça, mais il n'y en a pas beaucoup. Et on évite justement les confrontations qui servent à rien, dont on se moque royalement, parce que ce qui nous intéresse dans ce genre de film, c'est la confrontation avec les éléments, en fait. Et il y a beaucoup de ça dans Jean-Jacques Hano, en fait. Et il y a beaucoup de choses dans ces films, de cet élément-là, qui me plaisent beaucoup. En général, ces films sont sur la corde raide. Et des fois, ça dépasse la corde raide. Je me souviens d'une des premières émissions qu'on a faites, nous. C'était Sa Majesté Minor. On avait été le voir au cinéma. Et on était face au plus grand nanar de l'histoire du cinéma français, quasiment, quoi. Mais en même temps, il fallait oser faire un truc de ce goût-là, quoi. Je l'ai pas revu depuis, donc j'en ai qu'un vague souvenir. Mais un truc vraiment... Le grivois mélangé à la mythologie... C'est la mythologie de la grivoiserie, en fait. Moi, je serais intéressé de voir vraiment à chaque fois, j'ai l'impression que sur chacun de ces films, il bosse comme un dingue pour aller chercher les bouquins, et donc il doit avoir à chaque fois, j'imagine... C'est Kubrick. Le mec, il cherche, il lit au moins 3 livres pour chercher d'avoir des références assez impressionnantes, mais il va taper un peu après tous les râteliers, donc le mec est hyper ambitieux. Et il a envie d'aventure, il a envie de changer de territoire. Alors c'est pas Herzog, hein. Tibet, ça fait longtemps que j'ai pas vu ce truc-là avec Brad Pitt, mais je pense que je vais pas redonner ça tout de suite. Moi après, j'aimerais. Enfin, c'est typiquement le genre de cinéaste que j'adorais adorer. Mais en fait, c'est pas possible parce que même Le Nom de la Rose, bah moi je trouve ça pas bon du tout. En fait, j'ai eu l'occasion de le revoir. Évidemment, le film est ressorti. Je l'ai même programmé et tout ça. C'est des films qui a cartonné, même en ressorti. Qui nous ont marqué quand on était adolescent. Qui m'ont marqué quand gamin. Évidemment, on va pas revenir sur cette scène de cul qui est extraordinaire, mais vraiment. Mais par contre, je trouve que le reste du film, ça ne dépasse pas l'exercice un peu scolaire. Moi, je pourrais le raccrocher un peu avec un gars comme Christophe Gans. Il y a un peu. Je pense, ce genre en effet, de c'est dans le même genre. Ouais. Qui peut vraiment sur les intentions. Les intentions sont très louables. Mais ouais, carrément. Je suis à fond avec toi. Je veux voir ça. Duvels moins, parce que plus radical. Duvels, il y a un côté vraiment qui est pas dans la grande ampleur. Mais Hano ou Gans vise un truc très majoritaire, mais est radical en même temps. C'est pas. Non, mais c'est ça. C'est important ce que tu dis, c'est que les deux en effet se plantent, hein, je pense.
Mais par contre, c'est parmi les rares à garder toujours d'ailleurs cette envie du cinéma populaire, exigeant. Et voilà, cet entre-deux, enfin, c'est plus entre-deux justement, parce que c'est vraiment des budgets colossaux, Oui, bien sûr, que ça soit l'un comme l'autre, ouais. le Pacte des loups, des choses comme ça, c'est énorme aussi. Mais exigeants, populaires en fait, qui vont mélanger les genres et qui vont exploiter le cinéma. Tu vois, Anno, il a un truc en plus, c'est vrai, et ce que je disais, c'est que tu regardes, même il a eu des grands succès, mais ces grands succès, par exemple, c'est des films. C'est presque Mel Gibsonien à un moment, c'est-à-dire que ce truc de on va faire passer toutes les informations via l'image. Oui. C'est-à-dire qu'on fait du cinéma, vraiment, quoi. Et ça va être romanesque, mais via de l'image uniquement, quoi. Et en fait, moi, ça, j'ai envie de souligner le projet, mais en effet, au résultat, alors j'ai pas revu L'Ours par exemple, ou La Garde du Feu depuis longtemps. Pareil, L'Ours, j'ai pas revu depuis longtemps. J'ai raté l'occasion de re-regarder ça avec mon gamin, parce que c'était un film où, en tout cas, moi, quand j'étais au collège, on nous le montrait. Mais je pense que, sans l'avoir revu, je pense que c'est à peu près pareil. C'est des films qui ont été tournés dans des conditions relativement extrêmes. Je sais pas si tu as cité aussi La Guerre du Feu, qui est aussi un projet assez particulier. Mais qui est sorti un petit peu avant, justement, un film de la caverne de l'ours de Chapman, Michael Chapman, le chef-op qui a fait son film aussi lui de Cro-Magnon, avec Daryl Hannah, tout le bordel. Et je pense que tu as quand même cette volonté à chaque fois d'aller faire des tournages un peu à la David Lean ou à la Herzog, c'est-à-dire d'aller tourner dans des conditions relativement extrêmes, d'aller se confronter à la nature. Mais moi, à chaque fois que je vois les films, je me dis putain, on dirait des exercices scolaires où il n'y a rien qui dépasse. Dernièrement, moi je me rappelle m'être dit ça sur James Gray, qui est un cinéaste que j'aime bien, mais quand il tourne, c'est quelqu'un qui est tellement appliqué, donc j'aime tellement l'entendre parler de cinéma, mais quand je vois Lost City of Z et quand j'entends parler des conditions de tournage de Lost City of Z, je me dis c'est incroyable à quel point l'expérience qu'il a vécue dans le tournage ne transparaît absolument pas dans le film. Et Jean-Jacques Hano, je me dis c'est pareil, à chaque fois, il n'y a rien qui dépasse, c'est très scolaire. J'ai un autre truc à vous proposer, vous pourrez je te le donne Antonin, mais vous êtes tous les deux invités évidemment à le commenter. Tu veux commencer, Jules ? Alors on est face à Scary Movie, qui est un des premiers spoof movies qui a refait surface après le gros succès de Scream. Alors moi il faut savoir que Scream c'est pour moi la date butoir pour me dire que les films d'horreur n'existent plus. Scream, je m'inscris en faux sur le re-succès et la petite corde de fans qui reviennent sur Scream. Je pense que c'est vraiment un film d'adolescent et c'est le film qui a enterré le film d'horreur pour dire que c'est vraiment des films pour les moins de 16 ans, mais vraiment parce qu'ils sont teubés et qu'ils n'ont pas la cohérence et la connaissance pour le véritable cinéma d'horreur. Donc ça marche pas du tout auprès de moi. Ils ont repris tout le casting de American Pie et avec les frères Wayans là. Donc ça c'est vraiment un truc où peut-être que j'étais trop vieux, ça y est, pour pouvoir passer le cap. Tu l'as vu à sa sortie ou non, je pense que j'étais déjà trop vieux pour pouvoir me dire que ça allait me faire rigoler. Et c'est déjà aussi l'incarnation d'un quotidien qui n'est pas le nôtre, parce que là on nous fait croire que on peut avoir des connexions avec cette populace américaine de lycée et de collège, et en fait c'est pas notre culture, et donc on nous fait croire que depuis des années on bouffe et on est biberonné aux films américains sur M6, sur TF1 et pour nous les quarantenaires, mais c'est pas notre culture, et c'est une culture vraiment de teubé. Et il y a sous couvert de diversité, ils sont tous aussi cons les uns que les autres, et donc c'était presque anticipé sur toutes les émissions de télé-réalité qu'on pouvait avoir pour donner une diaspora, mais une diaspora de gens débiles. Donc là, ce n'est pas du tout, pour moi, un film générationnel. Moi, j'ai un petit truc à te dire quand même sur Scary Movie. Pas sur le premier, parce que je n'ai aucun souvenir. J'ai le souvenir du Scary Movie 3 qui parodiait notamment les films de Shyamalan. Et je pense qu'il est le dernier en fait, film parodique qui fonctionne. Après celui-ci, il me semble que justement la parodie ne peut plus exister, parce que justement il n'y a plus d'espace commun. C'est le truc con dont on parlait, mais la parodie peut fonctionner dans le cinéma à partir du moment où en fait les gens ont vu les films.
s'ils n'ont pas les références culturelles, évidemment, la blague ne fonctionne pas. Et Les As, c'était génial. Même, dans la parodie de film, hein, vraiment. Parce que c'est vrai, quand ils font y a-t-il un pilote, y a-t-il un flic, c'est des blagues qui dépassent en fait la référence. Mais les films qui parodient d'autres films, comme Alarme Fatale par exemple, Alarme Fatale qui est l'une des plus grandes parodies de l'histoire du cinéma, elle fonctionne à fond parce que tout le monde a les références sur Alarme Fatale, sur Basic Instinct. Tout le monde l'avait à l'époque en tout cas. Et justement, oui, bien évidemment, pour notre génération et à l'époque au moment où ça sort. Scary Movie, ça fonctionne aussi parce qu'au moment où ça sort, encore jusqu'au 3, les gens ont les références 6e, enfin les films de Shyamalan, grosso modo, quoi, et les slashers. Les gens ont des références, quoi. Jusqu'au 3, ça fonctionne encore. Après, ça a complètement disparu. Il y a eu des tentatives, mais qui ont pas du tout fonctionné sur 300. Après, en fait, il y a plein de. Ça continue, je crois, l'économie de la parodie. Alors, je crois que maintenant c'est mort, hein, mais ça a continué longtemps. Mais après, ça a été en DTV. Ils ont essayé, mais je pense que c'est pas forcément par rapport aussi à cette idée de territoire commun. Je comprends ce que tu veux dire, mais je pense que c'est aussi dû au fait que le cinéma devenait plutôt hyper conscient de lui-même et qu'il faisait lui-même les des deux. clins d'œil. En effet, il y a à partir du moment où tu parodies des films qui sont extrêmement premier degré, si déjà tu as un second degré qui est intégré à des films, ça devient impossible à parodier. Scary Movie, c'est post-Scream, hein, je veux dire. Oui, mais Scream, c'est le côté méta, il est vraiment dans le texte. Et puis Scary Movie ne parodie pas Scream. Scary Movie parodie plutôt les films d'horreur, comme Scream le faisait, mais de façon plus méta, plus en tout cas sophistiquée. C'est-à-dire qu'on va pousser les potards. Mais je pense que le fait que moi je me pose vachement de questions parce qu'en plus je les ai pas revus depuis longtemps. Mais les Y a-t-il un pilote, les Y a-t-il un flic, j'ai pas revu ça. Mais je me pose beaucoup la question. C'est brillant. Par rapport à ce que tu dis, c'est que si je devais montrer ça à un gamin qui a 20 ans, est-ce qu'il rigolerait ? Non. Parce qu'il n'a pas. C'est des films qui ne marchent que dans un bain culturel donné. Alors, les As, pour les Y a-t-il un flic ou Y a-t-il un pilote, il y a quelques références culturelles sur l'époque. Par exemple, il y a La fille du samedi soir, enfin des trucs qui avaient baigné toute une génération en fait, mais pas les sorties du moment. La plupart des gags en fait, des As, parce qu'on parle vraiment de ça, hein, qui ont inspiré et qui sont encore. Le premier d'ailleurs, c'est un Zucker qui a fait. Non, c'est pas un Zucker, c'est un Wayans qui a fait le Scary Movie. Mais les As, pour avoir vu moi des morceaux, les scènes du cockpit dans Y a-t-il un pilote par exemple, ça n'a pas de référence, c'est des vrais gros gags en fait. Et en fait, les As font des gros gags qui ne sont pas référencés forcément. Bien sûr, mais dans le film, il y a 1000 gags, on va dire qu'il y en a 600 qui sont référencés. Je pense mais que même Y sans a-t-il un ça, pilote dans l'avion, par exemple, si t'as pas grandi avec le film catastrophe hollywoodien, tel que nous, alors qu'on n'en est pas contemporain. Ça gêne pas. Franchement, j'avais pas grandi avec ça. Non, j'avais pas grandi avec ça quand je les ai découverts. Et les Y a-t-il un flic, c'est pareil. Y a-t-il un flic, comme revoir la série par exemple de. Je sais plus comment elle s'appelait, la série d'Y a-t-il un flic avant qu'ils en fassent un film. C'est Naked Gun. Naked Gun. Non, la série ça s'appelait pas comme ça, je crois. Mais bref, le fait est que elle fonctionne super bien parce qu'en fait c'est un humour absurde qui va nourrir aussi les nuls par exemple. Et quand tu vois Les Cités de la peur, c'est pareil, tu vois. Aujourd'hui par exemple, les jeunes, moi j'ai des lycéens, Les Cités de la peur, ils adorent ça. C'est un truc qui les fait profondément rire. Ils n'ont pas forcément les références, dans le sens de parce que on est dans l'absurde en fait total. On n'est pas dans la référence. En fait, c'est la dimension parodie quoi. Ça dépasse la référence. Il y a l'absurde en fait qui rentre. Pour recoller les morceaux, je pense que Scary Movie, moi j'ai pas revu ça depuis sa sortie, mais je me rappelle m'être dit, j'avais vu ce film en salle et que dans le doublage français, il y a toujours cette question de la traduction qui est hyper intéressante sur les parodies parce que on sent bien que c'est très bourré de références culturelles et que en doublage il y a un vrai enjeu de doublage là-dessus. Ouais. C'est-à-dire que le doublage américain, c'est bourré de références culturelles qui sont absolument incompréhensibles pour les auditeurs français, les spectateurs français. Et dans Scary Movie, le premier, dans le doublage français, il y a des références au premier Love Story. Donc il y a genre virer Loana du loft quoi. Et moi je me rappelle très bien m'être dit à l'époque, alors que Love Story on était en plein dedans, on disait mais pourquoi mettre ça dans un truc, ce truc là dans 4 ans, il y aura que les gens qui ont vu Love Story qui vont s'en rappeler, dans 10 ans plus personne, dans 20 ans personne ne comprendra le truc quoi. Mais ça c'est intéressant parce que quand tu parlais des nuls qui avaient doublé ce genre de truc, on se souvient de Wayne's World par exemple,
Discordia avait fait une super émission là-dessus avec Lelo Jimmy Batista sur les Wayne's World, le doublage français qui était géré par les nuls, qui arrivait à rattraper même des films pas terribles en réinjectant un humour presque plus burlesque, là où c'était juste une parodie, quoi. Et bon, bref. Pour finir, justement sur Alarme Fatale, qui est pour moi l'un des films les plus drôles de l'histoire du cinéma. Avec le dictateur de Chaplin, c'est ça, voilà. C'est mieux quand même que le dictateur, c'est-à-dire que ça vieillit mieux que le dictateur de Chaplin. Mais Alarme Fatale, lui aussi... Pareil, le dictateur, si tu connais rien de la Seconde Guerre mondiale, tu comprends c'est pas. Ça, tu peux pas comprendre. Et aujourd'hui, qui connaît quelque chose de la Seconde Guerre mondiale ? Personne. Mais Alarme Fatale, en VO, il y a, je pense, au moins la moitié, voire plus que ça, des blagues audio, de dialogue, je veux dire, qui sont différentes en français et en anglais, en fait. En savoir qu'Alarme Fatale, pour ceux qui ne connaissent pas ce film, de Gene Quintuano, avec Emilio Estevez et Samuel Jackson, qui date de 91 ou 92, qui est vraiment exceptionnel. C'est le film avec le plus de gags de l'histoire du cinéma, je pense, parce qu'il y a à la fois les gags qui sont dits par le personnage, des blagues parlées, des dialogues, qui sont pas les mêmes en français et en anglais. Moi, j'ai vu les deux, et c'est pas du tout les mêmes blagues, parce qu'ils ont adapté en effet en français des blagues, des jeux de mots. C'est que des jeux de mots en fait, quoi, ou des références culturelles mais générales. Sur Stallone par exemple, des choses comme ça. Et puis de toute façon tu auras toujours aussi en contre-champ des gags visuels constamment. Le moindre plan d'Alarme Fatale, il y a un gag visuel quelque part, même plusieurs. Moi il a fallu que je le voie 20 fois avant de repérer des gags qui sont dans le fond du champ, quoi. Ils sont tellement éclatés, c'est au-delà des as. Et les Scary Movie, je ne les ai pas revus, le premier en tout cas. Le 3, je m'en souviens bien, je l'ai beaucoup regardé à un moment parce que ça me faisait beaucoup rire. Il y a peut-être même des références en fait qui me passaient au-dessus du crâne, déjà à l'époque, parce que c'était début des années 2000, et il y a peut-être déjà des films que je n'avais pas vus en fait. Au-delà de ça, le film était drôle malgré tout. Je pense que malgré tout, malgré les références, c'est un humour, cet humour de parodie a complètement disparu, en tout cas aujourd'hui en 2024. On n'a plus ça, et je trouve ça dommage en fait. Mais au-delà de l'humour référencé, c'est l'humour absurde qui est des Français ont tenté de le réanimer. Je pense aux séries de Jonathan Cohen ou d'autres en fait qui ont tenté de revenir, ou plutôt d'ailleurs. Qui sont géniales. Non mais je pense à Eric Judor qui a essayé de relancer ce truc-là, mais en fait, on est passé à un autre humour. Après Eastbound and Down. Nouvel humour, comme dans Steak. Non, mais c'est exactement ça. En fait, après Apato, après des gens comme ça, après Eastbound and Down, des gens comme Eric Judor, quand il fait Platane, en fait, c'est passé à un autre humour, beaucoup plus distancié, pas référencé, mais distancié, en fait. Oui. Et je sais, mais c'est un humour gênant. On est dans la gênance, en fait. Le cringe, quoi. Le cringe. Des gens qui vont aller au bout de leur conneries. Mais c'est plus des blagues comme Y a-t-il un flic ? Cet humour des as de Y a-t-il un flic, pour moi, a un peu disparu. Alors, je dis ça alors qu'il y a un remake qui doit être fait avec Liam Neeson à la place de Leslie Nielsen. Pourquoi pas, pour Y a-t-il un flic ? Je pense que l'humour absurde... Je te dis, moi, les jeunes d'aujourd'hui, parce que nous, on est des... Tu les connais, comme moi, les jeunes comme moi, ils aiment encore cet humour absurde. Hop. Est-ce que c'est moi qui choisis ou est-ce que c'est toi qui choisis ? Je pense que ça va être moi, et puis moi je vais soumettre ce film-là à notre invité spécial. Alors, je fais face à Shaolin Soccer de Stephen Chow, encore les regrettés HK Vidéo qui quand même ont bombardé de super sorties, là je pense vraiment au début des années 2000, et maintenant ça se dispute le marché noir de HK Vidéo, où à chaque fois je me rappelle il y avait un super magazine avec des photos complètement dingues, et un DVD avec des Hong Kong gris qui a peut-être un petit peu disparu maintenant, mais vraiment c'était encore peut-être merci à Christophe Gans, c'était ça un peu le patron. Ouais, Christophe Gans, mais je pense que c'était pas nécessairement associé d'un magazine, il y avait vraiment une collection de vidéos, et à un moment il y a eu le HK Vidéo qui était un magazine en bonne et due forme, mais que je crois qu'il n'était pas forcément associé avec une VHS dedans. C'était un vrai magazine. À l'époque, où ça se suffisait de soi-même d'acheter un magazine. Acheter un magazine pour acheter ensuite un DVD. En tout cas, moi, pour mon histoire personnelle avec Shaolin Soccer, pareil, je suis arrivé un peu trop tard.
parce que moi j'étais biberonné au Jackie Chan, donc celui-là je l'ai pris beaucoup plus en retard et c'était too much pour moi. Donc là le côté vraiment pousser la comédie et le potard, et j'ai eu l'impression que Stephen Chow a dû cocher des cases ou plutôt en cocher des nouvelles pour se dire Bruce Lee a déjà fait ça dans le côté brutal et super sec de vengeance. Jackie Chan a inventé le personnage de Kung Fu Buster Keaton où à chaque fois qu'on met un coup de pied quand même, il faut faire un gag, et donc Stephen Chow s'est dit qu'est-ce que je pourrais moi faire, et donc ça me paraissait un petit peu comme un produit d'appel pour me dire allez, je vais essayer de pousser les potards de la comédie Kung Fu, et donc j'ai raté un petit peu j'ai raté la marche avec Shaolin Soccer, mais je pense que en le revoyant je pense que j'ai dû me refaire ça pareil d'une façon un peu légère. Ça m'a laissé quand même un bon petit sourire au coin des lèvres, parce que ça marche toujours, en tout cas dans le plus, et les effets spéciaux pourraves, mais là vraiment c'est plus taillé pour un marché pour les enfants encore, quoi. J'en propose un dernier à Antonin avant qu'on termine cette émission, parce que ce serait dommage, et je pense que ça correspond Oh là là, ouais, j'ai pas revu ça depuis longtemps. La possibilité d'une île de Michel Houellebecq avec Benoît Magimel. Moi, je vais attendre la sortie. On va démarrer avec Polanski, on termine avec Houellebecq. Je pense que c'est cohérent. Il a violé personne, Houellebecq. On n'en sait rien. Ça attend la fin de l'émission. On risque de. En tout cas, j'ai un beau stickers best-of qui est collé dessus. Je sais pas d'où ça vient. Et enfin, je sais. On en avait parlé à l'émission à sa sortie, parce que ce film-là. Ce film qui est sur la corde raide justement, qui prend des risques et qui. Moi, ça rentre complètement dans la catégorie que j'aime bien, qui est la catégorie les nanars à essai, les films que moi j'aime bien, qui sont exploités en art à essai, qui ressemblent à rien du tout, qui se plantent dans une chose sur 5 qui tente, mais quand tu vois la hauteur d'ambition qu'ils peuvent avoir, tu peux que être reconnaissant, reconnaissant en tout cas de l'ambition et de l'existence de la chose. Content du résultat, même s'il est complètement raté. Et moi j'ai le souvenir d'un film où j'ai pris beaucoup de plaisir en rigolant. Et puis après me dire non, c'est plus du tout rigolo, je suis assez fasciné par le machin, ça dit quelque chose, je sais pas quoi, mais ça me le montre. Aujourd'hui, Magimel est considéré comme l'un des acteurs les plus importants du cinéma français. Maintenant après ça me gêne un peu, parce que moi je le savais en fait que c'est un génie, Benoît Magimel. Même dans Olivier Marchal il est bien, quoi. Il est super, Benoît Magimel. C'est un mec qui est hyper fort. Même dans Marseille de Florian Emilio Siri, on l'a beaucoup moqué son truc, mais il est très très bien. C'est un mec qui a une présence incroyable, et qui maintenant qu'il a quitté la drogue, il est bien, contrairement à beaucoup de gens qui, quand ils arrêtent la drogue, ils sont vachement moins bien. C'est vrai qu'il y en a beaucoup. Et lui, il a arrêté la drogue, et c'est vachement bien, parce que même dans les trucs qui sont pas terribles, genre La Passion de Dodin Bouffon, Magimel, il est impérial. C'est vrai qu'il était bien. Moi je peux voir des films avec Magimel, il est dans la catégorie des acteurs, je peux regarder un film rien que pour lui, je peux me taper Revoir Paris, qui est nul à chier, mais il y a Benoît Magimel là-dedans, c'est très très bien. C'est parfait pour terminer cette émission qui était donc enregistrée sur la braderie Alphonse Guérin, le stand d'Antonin Moreau. Pendant ce temps-là, les gens nous ont acheté des DVD. Enfin, t'ont acheté des DVD, Antonin. Moi, j'ai fait au moins 12 balles depuis qu'on a commencé 12 euros. cette émission. C'est une émission qui a rempli sa fonction, à savoir Antonin, ça fait de l'argent. Merci Jules Topoc d'avoir participé à cette émission. Merci à vous. Maintenant, il faut que j'achète tout le stock. Il y a quand même des gens qui sont passés comme ça et qui écoutaient l'émission, quoi. Et puis voilà, le tonnerre commence à claquer au loin. Il va nous tomber sur la gueule dans pas longtemps. Il est donc temps qu'on arrête. Et on va remballer. Et merci à vous de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver cette émission, bien évidemment, en podcast sur le site de Canal B. Et on se retrouve très bientôt pour une vraie émission dans un endroit avec un toit, par exemple. Merci Antonin. À très bientôt. You're welcome. Des bisous. Ciao. I had a dream for guess who, Lydia. It wasn't for her, Lydia. It's only for you, yes, Lydia. Some people can get their kicks watching couple and late night flicks. That's okay for some people who don't own VCRs. But Lydia, you've won the grand prize. Just think of it. All the movies you'll watch for free now. Dramas, westerns, comedies. Wow! Video Spot has the best selection. If you like porno, we're your connection.
for you, Lydia, for